On va maintenant évoquer les avancées depuis 2014 en compagnie de Christine Gonzalez de Michel, donc la chef du SSMSI. Bonjour Christine et merci de partager la scène avec Jean-Luc Tavernier, directeur général de l'INSEE. Et merci à Monsieur Tavernier d'être avec nous aujourd'hui pour parler. Merci de m'avoir invité. Merci Christine. Eh bien, je vais commencer tout de suite avec vous d'ailleurs, Jean-Luc Tavernier. Peut-être rappeler quel a été l'accompagnement de l'INSEE dans cette montée en charge du SSMSI. Alors, l'accompagnement, ça a d'abord été, je pense, de doter le service de capital humain, je dirais. À mon avis, c'est quand même la chose principale. Je crois me rappeler, mais Renaud ne l'a pas dit tout à l'heure, mais je crois me rappeler que lorsque le ministre de l'Intérieur fait un communiqué de presse pour annoncer la création du service, il dit explicitement que ça sera dirigé par un cadre de l'INSEE. J'en ai tiré d'ailleurs une certaine fierté. C'est pas totalement supraconstitutionnel que les chefs de services statistiques ministériels soient des cadres de l'INSEE. Actuellement, c'est le cas des 7 services statistiques ministériels, mais ça n'a pas toujours été le cas. Mireille en sait quelque chose. Mais c'était vraiment vu comme une marque. La première manifestation de l'indépendance, c'est que ça soit un cadre de l'INSEE. Et donc, il a fallu aller trouver le mouton à 5 pattes, prêt à aller dans cette terre de mission quand même, où on savait qu'il y avait une volonté politique forte, mais on ne savait pas exactement si elle était partagée, consensuelle et appropriée par tous les acteurs. Et donc, on a eu le bonheur de trouver parmi ces moutons à 5 pattes candidats le bon, je crois. Si vous n'étiez pas convaincu, il vous aura convaincu ce matin, François. Et puis ensuite, le remplacer par un autre mouton de la même espèce, en la personne de Christine. Et alors au début, il a fallu aussi faire de la place dans nos effectifs limités d'attachés d'administrateurs de l'INSEE pour doter le service. François, tu disais qu'il y avait 14 personnes, je crois, tout à l'heure au début, et à mon avis, la moitié de cadres INSEE et la moitié hors INSEE, donc on comprend un quart gendarmerie, un quart police. Et ensuite, aujourd'hui, c'est, je crois, 22 personnels INSEE sur une cinquantaine de personnes. Si je suis bien informé, Christine, oui, c'est ça. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Ça ne se limite pas tout à fait à ça, notre intervention, même en capital humain, parce que pour essayer d'améliorer les choses, vous avez bien compris qu'il y avait un sujet de continuité de la statistique entre l'intérieur et la justice, et dans la continuité de la réponse pénale ensuite, il y a un cadre d'INSEE excellent qui est là dans la salle, qui va aider les deux services statistiques à avancer sur le sujet. Après, la mission de l'INSEE de coordination statistique, elle est importante. Elle offre un certain nombre de services au SSM, comme, alors on parlera de l'enquête VRP sans doute tout à l'heure, mais l'échantillonnage, les appariements, bien sûr l'articulation qu'on a tous dans nos relations avec le CNIS et l'ASP, quelques règles aussi sur le chemin de l'indépendance. Je crois que François en a parlé tout à l'heure. Moi, quelque chose qui est important, à laquelle j'ai tenu ces dernières années, c'est que tout le monde respecte les mêmes règles de diffusion des publications statistiques sous embargo au ministre quelques heures avant leur publication réelle. Et aussi d'annoncer publiquement le calendrier des publications, de publier le calendrier des publications, parce que ça, effectivement, modifier un chiffre, c'est vraiment plus imaginable. Dire c'est pas trop opportun, attendez 15 jours pour publier, ça, c'est quelque chose qui a été encore beaucoup plus fréquent et qu'on essaye de proscrire. Dernière chose, un petit accompagnement juridique. Il y a eu à un moment donné une difficulté dans l'accès des données couvertes par le secret de l'instruction, le secret de l'enquête. Et il y avait deux secrets qui se confrontaient, enfin deux droits qui se confrontaient plutôt. Et on a fait une petite analyse juridique qui a permis, je crois, de lever les difficultés et de permettre au SSM d'avoir accès à toutes les données, y compris lorsqu'elles sont encore en instruction. Tout à fait. Voilà, Merci. donc de l'accompagnement en capital humain et de l'accompagnement juridique qui était nécessaire. On va aborder maintenant les travaux que vous menez ensemble, INSEE, SSMSI. Il y en a un, Jean-Luc Tavernier, que tout le monde connaît, c'est l'INSEE référence, et un spécifique, sécurité et société. Et c'est en commun, et tu vas travailler un peu, toi? Oui, bah oui, à un moment donné quand même. D'accord. Vous avez dit INSEE référence et il y a l'INSEE référence, sécurité société. Décembre 2021. Oui, bien sûr.
Alors on peut commencer par ça. Alors effectivement, je l'ai là. Oui. On est les derniers à faire encore des gros bouquins comme ça. Mais après, ça reste des vrais livres de chevet. Alors, ça reste, oui, ça peut caler les mains, mais ça doit plutôt... Non, j'ai parlé de livre de chevet, j'ai pas dit de caler le pied du lit. Ça doit plutôt, effectivement, servir de livre de chevet. Donc, des INSEE références, on en a une poignée chaque année, et on s'ouvre au service statistique ministériel. Et là, c'est avec bonheur qu'on a décidé d'avoir celui-ci. En 2021, qui a aussi d'ailleurs le concours du service statistique ministériel de la justice et même de celui de l'éducation nationale, puisqu'il y a un dossier assez intéressant, et moi qui m'avais un peu alerté en tant que père, à vrai dire, sur le sentiment de sécurité des collégiens. J'avais un enfant au collège à l'époque. Et alors, il y a des dossiers, il y a un excellent article coécrit par Christine au départ qui explique ce dont on dispose en matière de statistiques, accompagné du billet de blog qu'évoquait Mireille tout à l'heure. Ça devait être concomitant, je pense. Billet de blog INSEE. Et puis, il y a un certain nombre de fiches. Il y en a une quarantaine, je crois, une quarantaine de fiches qui servent de référence, effectivement, et dont on sait qu'elles peuvent être mises à jour, parce que ça, c'est pas publié chaque année, mais sans doute qu'on en fera un autre à l'avenir. Et ça permet, alors, tous les services statistiques ne sont pas à égalité sur ce terrain-là. Il y en a qui ont déjà une exposition médiatique forte, etc. Mais pour un service naissant, ça permettait de bénéficier un peu de l'aura, entre guillemets, en tout cas de le tracteur médiatique de l'INSEE pour faire connaître ses productions. C'est comme ça que tu le vois aussi. Autre document que vous produisez ensemble, et là je ferai réagir évidemment Christine Gonzalez dessus, c'est l'enquête victimation. Alors là, il y a une histoire aussi autour de cette enquête victimation, puisqu'il y a deux versions, Jean-Luc Tavernier. Oui, alors l'enquête, il y avait une enquête de victimation qui existait, qui était cadre de vie et sécurité, CVS, et donc lui a succédé vécu et ressenti en matière de sécurité, VRS. Mais au-delà des changements d'acronymes, en fait, il y a un changement assez profond. Nous, en fait, nous n'avions pas les moyens, je pense, de caser une enquête annuelle aussi large, avec autant de ménages interrogés, 200 000. 200 000, ouais. Que l'enquête... 200 000, mais pas ménages, pardon, personnes. Que l'enquête VRS, objectivement, ce qu'on proposait, c'était un service un peu dégradé, qui était de le faire une fois de temps en temps. Et là, il y a un intérêt quand même pour la statistique publique d'être organisée de cette manière-là, avec des services statistiques embedded dans les ministères. C'est que c'est quand même plus facile de défendre, d'un point de vue budgétaire, l'intérêt de cette enquête. Très franchement, moi, à Bercy, ça aurait été difficile. Toi, tu as pu trouver les fonds pour... difficilement, sans doute, mais enfin, pour monter VRS. Donc nous, on s'en est effectivement désengagé, mais on a accompagné le SSM dans le changement. Ça veut dire l'échantillonnage, bien sûr, et puis toute l'aide qu'on a pu faire pour vous aider à réfléchir à l'évolution du dispositif de l'enquête et toutes les procédures à faire, notamment au CNIS. Et c'est là, l'édition a eu lieu en 2022. Et c'est là, Christine, évidemment, que vous retravaillez à la refonte de cette enquête. Donc effectivement, lorsque l'INSEE, alors je vais dire se désengage, ça ne va pas plaire à Jean-Luc, mais se désengage de l'enquête cadre de vie et sécurité. Donc c'est en 2018. Moi, je viens d'arriver au SSMSI. Et donc, effectivement, on nous annonce que à partir de 2022, et c'est ce qui a été fait, il n'y aurait plus cette enquête à moins qu'elle soit reprise sous une autre forme. Donc l'autre partenaire, c'était évidemment l'ONDRP. Qui n'avait pas du tout les capacités statistiques pour suivre ce type et assurer cette refonte. Et donc, nous, on arrive à... Alors d'abord, on profite et on répond à un appel à projet européen de l'Union européenne et où on propose un prototype d'enquête de victimation utilisant Internet, le téléphone et le papier, donc 3 modes de collecte différents. Et donc, on gagne cet appel à projet. Et pour tout vous dire, on gagne 1,5 million d'euros, ce qui n'est pas... Voilà.
du tout neutre dans l'affaire, parce que ce n'est pas certain qu'en termes de prototype, nous ayons pu convaincre le ministère de l'Intérieur à l'époque et la police et la gendarmerie pour faire un tel investissement. Mais on obtient ce financement et on se lance dans la refonte de l'enquête et ça a marché. Donc moi, je remercie déjà tous les personnels de l'équipe de l'époque et l'INSEE qui nous a bien appuyé sur les questions méthodologiques, hein, parce que c'est pas facile d'interroger de manière différente, voilà, des gens, y compris en Outre-mer d'ailleurs. Et donc depuis 2022, donc c'est une enquête qui du coup a produit ses premiers résultats en décembre 2023. L'enquête 2023 a produit ses premiers résultats. Vous l'avez dans votre top bag. Donc les résultats de l'enquête 2023. Hein. Et donc on a pour la première fois des évolutions. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est moi qui suis destinataire de la pub. C'est moi qui fais la pub. Voilà. Parce que la première année, c'était, comme le dit Jean-Luc, c'est toujours très gros. Mais il y a tout. Il y a tout. Alors que la deuxième édition, donc il faut que vous alliez sur Internet faire un petit travail de téléchargement des fichiers. Et donc ça, c'est vital. Et surtout, ce qui est intéressant dans cette nouvelle enquête, bon, évidemment, au-delà de son échantillon, beaucoup plus large que la précédente, du coup, elle peut capter des victimations qui sont plus rares, à la fois dans la famille, dans les transports en commun, et aussi au cours de la vie, puisqu'on interroge les gens aussi à ce qui leur est advenu au cours de la vie, mais aussi elle permet donc des résultats départementalisés. Alors là, je voudrais signaler à tous ceux qui ne l'ont pas vu, hier est sorti, on a piloté par les délais, hein, une super publication sur le sentiment d'insécurité par département. Ça n'a jamais été fait. Donc ça, c'est vraiment un apport extrêmement important de l'enquête. Et puis, elle a des questionnaires thématiques en rotation. Et on a sorti également, il y a une quinzaine de jours, une publication sur comment ça se passe quand il y a interaction entre la police, la gendarmerie et la population. Est-ce que les gens sont satisfaits? Combien il y a de gens qui estiment avoir été bousculés en manifestation? Combien il y a de gens qui déclarent avoir eu un contrôle routier? Parce que le premier facteur d'interaction entre la police, la gendarmerie et la population, c'est le contrôle routier. Pas le contrôle d'identité, le contrôle routier d'abord. Hein. Voilà, donc il faut avoir tout ça en tête. Et pourquoi les gens sont satisfaits ou pas satisfaits? Ce sont des choses qui sont très attendues de la part des services de police et de gendarmerie. Alors sur cette enquête, vous avez évoqué évidemment l'apport méthodologique côté INSEE. Il n'y a pas que ça, il y a aussi du côté de l'INSEE les données elles-mêmes de l'INSEE que vous utilisez pour enrichir aussi vos rapports. Alors ça, c'est dans les possibilités d'appariement que nous propose l'INSEE, parce que l'INSEE, du coup, peut proposer des services mutualisés aux différents SSM. C'est extrêmement important. Par exemple, dans les chiffres, les données de la délinquance enregistrée, il faut savoir que la profession des victimes et des auteurs est soit pas remplie, assez mal remplie, soit assez biaisée. Pour des raisons en plus de non-harmonisation entre police et gendarmerie, mais on y travaille quand même. Et du coup, ce qu'on va aller faire, c'est chercher la profession dans les déclarations sociales nominatives, à la fois pour les salariés et les non-salariés, des données dont dispose l'INSEE. Et ça, en toute sécurité juridique et informatique. Et on va pouvoir enfin dire combien il y a de bijoutiers joailliers, j'y pense parce que c'est une demande actuelle que j'ai, qui sont agressés chaque année, et surtout comment ça évolue. Parce que quand on ne sait pas à 20% près le niveau des personnes qui sont agressées de telle et telle profession, y compris les policiers, les gendarmes, hein. Donc ça va très loin en termes de désinformation, au sens parce qu'on ne connaît pas, de méconnaissance des données. Du coup, on ne peut plus rien dire. Et des chiffres là-dessus, j'en vois beaucoup trop pour mon confort personnel, on va dire, et mon confort statistique dans la presse, y compris donné par des services parfois internes au ministère. Donc voilà, bon, je tairai cette difficulté. Voilà. Alors, on va le voir dans les échanges qu'on aura sur la prochaine table ronde et sur les tables rondes de l'après-midi aussi. On cherche la finesse des chiffres. Vous avez aussi un travail avec les bureaux régionaux, enfin je ne sais pas comment on les appelle d'ailleurs, bureaux les directions régionales de l'INSEE également, pour travailler au plus fin du territoire. Alors on a travaillé sur ce qui s'appelle une opération coordonnée. Donc c'est entre le niveau national, donc la Direction générale de l'INSEE, le SSMSI, et
plusieurs, quasiment la totalité des directions régionales de l'INSEE sur les cambriolages. Et donc on a sorti en même temps 2 publications nationales, une plus synthétique et une plus détaillée, notamment en termes de toutes choses égales par ailleurs. C'est pas du tout anodin de savoir que c'est dans tel type de zone qu'il y a plus de cambriolages. Et ça, si on compare, on va dire comme ça, uniquement sans nos lunettes de statisticiens, on regarde les chiffres en descriptif, on va pas voir les différences. Mais peut-être c'est simplement parce qu'il y a plus de propriétaires, moins de propriétaires, plus de gens aisés, moins de gens aisés. Et ça, c'est quelque chose que la statistique publique et les statisticiens, et notamment nous au SSMSI, nous essayons de préconiser comme type d'étude et d'avancer là-dessus. Mais c'est quelque chose qui n'est pas complètement habituel au ministère de l'Intérieur. Et ça démultiplie effectivement l'effet médiatique de la publication, parce que dans la presse quotidienne régionale, ces opérations coordonnées ont beaucoup d'écho. Oui. Et on a, par exemple, on a une demande actuellement de faire la même chose sur les violences faites aux femmes, qui est un sujet réparti sur le territoire national. Et donc ça, on va voir comment on peut répondre à ce type de demande. Mais vous voyez bien que se coordonner avec... Il y a l'ensemble des directions régionales de l'INSEE, plus la DGNIC, plus nous-mêmes, c'est une opération qui est extrêmement lourde et complexe. Et donc, pour l'instant, on n'est pas... Lourde et complexe, extrêmement, peut-être pas quand même. Enfin, si, parce que nous qui sommes au ministère de l'Intérieur sommes extrêmement réactifs, Jean-Luc. D'accord. Forcément... Ça taquine. Un mot peut-être... sur les sources aujourd'hui que vous mobilisez pour réussir et à produire les statistiques. Sur les sources, on a parlé longuement donc, de l'enquête de victimation. Et on a parlé beaucoup, merci François Clanchet, d'avoir parlé de l'État 4001 et de la difficulté, parce qu'il faut avoir en tête, ça a été bien fait au début, dans les années 70, c'est une bonne idée. Le problème, c'est que ça n'a pas bougé. Et donc, du coup, ça n'a pas été, certes, actualisé. Donc, on n'a pas les violences dans les transports en commun, alors qu'il est un phénomène très important. Les intrafamiliales, on en a parlé. Les infractions liées au numérique, c'est même pas la peine. Voilà, ça a pas. Évidemment que c'était pas pensé à l'époque pour remonter de cette manière. Et donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est évidemment d'utiliser la nature d'infraction qui est détaillée dans les fichiers et toutes les informations qu'on connaît sur le contexte, sur les victimes, les auteurs, afin de tout combiner pour qu'au final, y compris, on fait de l'analyse textuelle, on a parlé un peu d'IA ce matin, en tout cas, nous, on utilise complètement l'analyse textuelle pour essayer d'aller grappiller toutes les informations qu'il faut dans les fichiers qui sont mis à notre disposition. Et un des sujets aussi qu'on essaie de faire évidemment avancer, c'est la question des contraventions. Parce que l'État 4001, ça n'était que les crimes et délits non routiers d'ailleurs. Donc on a avancé là-dessus. On a fait une publication l'an dernier cette année sur les refus d'obtempérer routiers. Quelque chose d'extrêmement important, notamment pour les conditions de travail des policiers et des gendarmes, par exemple, au-delà de ce que ça représente en termes d'infraction. On essaye aussi d'avancer absolument sur les contraventions. On est sur un projet de centralisation, de récupération des données de la gendarmerie sur ces sujets pour avoir un système plus riche. Mais on a aussi les contraventions, par exemple, de la police municipale à récupérer. Parce que ça suffira pas. Si on veut avoir un diagnostic sur un territoire donné qui soit complet, il faut récupérer les contraventions des polices municipales. On n'en a pas parlé spécifiquement, mais ça fait partie des évolutions importantes. De la même façon, il ne faut pas s'arrêter aux plaintes. On parlera beaucoup du chantier d'appariement entre l'intérieur et la justice, c'est fondamental. Mais là, nous, on parle déjà de plainte. Mais il faut savoir qu'avant la plainte, des gens viennent en commissariat ou en brigade déposer ou raconter une histoire et celle-ci n'est pas forcément suivie de plainte. Il faut comprendre pourquoi. Quel type de victime, pour quel type de contention. C'est bien, il y a eu beaucoup de faits qui ont été relatés sur les questions de violences sexuelles ou violences conjugales, mais il n'y a pas que sur ces sujets-là aussi qu'il faut qu'on travaille. Et donc, là, par exemple, vous parlez, Christine, évidemment, au commissariat, effectivement, c'est pas que du dépôt de plainte, ça peut être de la main courante, etc. Il y a aussi de plus en plus des signalements que l'on par des plateformes et qu'on peut faire par des plateformes. Ça aussi, c'est un sujet sur lequel vous allez travailler. Tout à fait. C'est les prochaines sources sur lesquelles vous devez vous mobiliser. Tout ce
qui est plainte en ligne, tout ce qui est plateforme numérique de signalement des contenus illicites sur Internet. La plateforme s'appelle Pharos. La PNAV, c'est l'aide aux victimes et c'est pour les violences sexuelles et sexistes. Tout ce qui se passe avant, tous les chats qui sont mis en place justement par les services de police et de gendarmerie. Et nous, on veut récupérer ces données pour voir lesquels, combien débouchent sur des plaintes et à quel endroit, parce qu'on a parlé d'hétérogénéité, parce qu'on a parlé aussi de porosité avec les contraventions ou les déqualifications, on va dire, les requalifications à la baisse, souvent nous on dit, en contravention, mais il faut comprendre sur quel type de territoire, pour quel type de victime, quel type de mise en cause aussi, et quel type d'infraction, de champ, voilà. Un des sujets aussi qui est très important, et je voudrais remercier Benjamin Camus qui est là aujourd'hui dans la salle, qui est maintenant à la retraite, mais qui, voilà, je le vois là-bas, inspecteur général de l'INSEE, qui a présidé pendant plusieurs années un groupe de travail entre le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur, donc les deux SSM, plus la police, la gendarmerie et la direction des affaires criminelles et des grâces, pour qu'on arrive à décliner une nomenclature des infractions, on va dire, pour faire court, qui soit partagée entre les deux ministères, parce que tout ça, au départ, on ne parlait pas le même langage. Nous, on parle de procédure, eux d'affaires, on parle, la temporalité pas la même, donc on pouvait continuer à se battre sur des chiffres bêtement pendant des années. Donc là, on a une nomenclature partagée qui, en plus, est articulée avec une classification internationale qui a été mise en place en 2015 et c'est François Clanchet qui avait lancé ce travail qui a pris du temps parce que les histoires de nomenclature, c'est très, très compliqué et des nomenclatures en plus d'infractions avec des juristes, c'était encore plus compliqué. Et du coup, on a fini seulement en 2021. Hein, donc, pour vous expliquer aussi que parfois, on nous reproche les temps longs. Mais la construction et l'investissement, ça ne se fait pas sans délai. Voilà, puisque vous parlez de nomenclature internationale, évidemment, on évoquera l'international dans quelques instants. Ce que vous évoquiez là, en fait, sur les nouvelles sources aussi possibles, j'ai envie de dire qu'on est dans du quotidien. Il y a aussi des événements, des choses peut-être sur lesquelles on peut aller chercher de la statistique, des moments forts, des moments particuliers. On a eu le Covid-19, on a les JO. Là aussi, c'est des éléments, des sources potentielles de nouvelles données à utiliser. Déjà, on a été en capacité de faire, il y a peu, de publier justement un état sur l'ensemble des infractions qui ont été enregistrées pendant toute la période Covid. Voilà. Donc ça, déjà, on peut le faire avec les logiciels de rédaction de procédure voilà, de la gendarmerie et de la police. Ce qu'on fait aussi déjà, c'est ce qu'on essaie de faire de plus en plus, c'est l'impact d'événements sur la délinquance. L'impact de la Coupe du Monde de football. L'impact de manifestations sportives. Parce qu'il faut savoir qu'avant, pendant et après, les comportements des gens bougent, enfin changent. Et du coup, ça a un effet sur, évidemment, on peut penser les vols, les cambriolages, mais ça a un effet sur les viols. Ça a un effet donc sur les violences sexuelles. Et donc, il y a un certain nombre de sujets de cette nature qu'on essaie d'aborder plus souvent, quoi. Voilà. Hein, et voilà. On travaille d'ailleurs actuellement, par exemple, sur tout ce qui est autour des manifestations là plutôt culturelles, parce qu'il n'y a pas que dans les stades qu'il y a des problèmes. Il faut aussi élargir, et donc autour des concerts, autour des festivals, on essaie de voir s'il y a effectivement un différentiel de délinquance observé avant, pendant et après. Voilà. Donc ça, c'est sur toutes les nouvelles sources qui, à terme, seront mobilisées et utilisées. Un mot sur l'international. Jean-Luc Tavernier, l'Europe est, par l'intermédiaire d'Eurostat, est demandeuse de statistiques. Comment est-ce que vous y répondez? Et on verra côté SSMSI aussi Oui, de façon générale, nous, à l'INSEE, on considère qu'il y a à peu près 2/3 de nos statistiques qui sont régies par des règlements européens. Là, on en parlera après, mais la délinquance, la sécurité sont plutôt des domaines dans lesquels la subsidiarité était assez importante et qui n'ont pas été des sujets prioritaires. Mais sinon, de manière générale, nous, on a une loi cadre sur la statistique européenne. C'est le règlement 223 qui définit un peu nos principes de production, de diffusion, qui rappelle le code de bonne pratique que montrait Mireille à l'instant. Et puis, il y a un certain nombre de règlements ensuite cadres d'un point de vue thématique sur les statistiques sociales et les statistiques structurelles d'entreprise. Pas mal de règlements sur les statistiques agricoles, compte tenu de la prégnance de la politique agricole commune. Donc, je pense qu'il y a eu un essai en 2011 côté sécurité.
avorté, je crois. Et donc, il n'y a pas de règlement de ce type pour l'instant. Mais je crois qu'Eurostat s'est mis à collationner malgré tout des statistiques qui auparavant allaient aux directions générales justice ou home de la Commission. Et que donc depuis 2019, Eurostat pilote, je crois, les réunions des États membres dans ce domaine-là, avec notamment la rationalisation des questionnaires statistiques en lien avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, et puis la mise en œuvre de la classification internationale des crimes et délits. Mais c'est vrai que c'est un domaine où je pense qu'on verra à l'avenir sans doute plus d'intégration européenne, des règlements. Les règlements aussi, ça a le bienfait, c'est que quand on a un règlement, on peut aller voir son autorité budgétaire ministérielle en disant « je dois de toute façon répondre au règlement ». Donc ça permet plus facilement d'avoir des moyens, mais on est pour l'instant dans un domaine qui était plutôt de la subsidiarité, qui est plutôt en retard sur des domaines plus économiques ou agricoles, comme je disais tout à l'heure. Effectivement, donc déjà le fait que Eurostat, qui était présent, hein, parce que dans les réunions qui étaient organisées d'abord à l'époque, moi quand je suis arrivée au SSMSI à Bruxelles, alors que maintenant c'est à Luxembourg, parce que Eurostat est installé à Luxembourg, et ça c'est depuis 2020 hein, qu'on a des réunions, donc ça fait pas beaucoup de temps, alors qu'il existe en fait des stratégies hein, de l'Union européenne relatives aux droits des victimes, relatives à la lutte contre la cybercriminalité, à la lutte contre le terrorisme aussi, également la délinquance économique et financière, le blanchiment de capitaux, etc. Et ça, c'est quand même des choses qui s'imposent. Il y a une directive aussi sur la criminalité organisée, les personnes vulnérables et les hommes et femmes, d'où les discussions qu'il peut y avoir autour de la réalisation tous les 5 ans, hein, plutôt, on est là-dessus, d'une enquête sur les violences liées au genre. Et d'ailleurs, le SSMSI participe à ces travaux de questionnement et de conception de questionnaires avec les autres pays membres. Il y aurait a priori, la dernière fois, il y a eu 18 pays qui ont fait cette enquête, dont nous, vu l'appel à projet dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis à venir, bon, nous, on pense pouvoir faire cette enquête en 2027 ou en 2028. Hein. C'est quand même des choses qui sont longues à mettre en œuvre. Il faut se mettre tous d'accord sur un questionnaire, donc déjà. Mais on voit bien que la discussion, elle est là-dessus. C'est plus difficile côté questionnaire, on va dire, où on utilise des données administratives, parce que les systèmes judiciaires sont différents, parce que les données, j'en parle même pas, sont forcément différentes. Et puis même la question des infractions. Et pas, enfin, nous, on est dans un système latin et par rapport aux anglo-saxons, c'est pas du tout comparable. Donc, il y a vraiment un problème pour Eurostat de comparabilité de ces données. Et donc, il y a quelques domaines où on a réussi à faire des choses qui, à peu près, en travaillant tous ensemble hein, avec nos définitions. Je parle pas de système de remontée d'informations, hein, mais déjà conceptuellement, comme les cambriolages, par exemple. On a une statistique qui est à peu près correcte pour comparer les pays entre eux. Oui, parce que évidemment, si on ne compare pas ce qui n'est pas comparable et ce qui n'est pas, si on n'a pas les mêmes données, évidemment, ça ne sert pas à grand-chose. Jean-Luc Tavernier, avant d'arriver à la conclusion de cette séquence, peut-être un mot sur les chantiers peut-être transversaux qui pourraient associer les SSM en général et SSMSI en particulier. Je vais surtout en citer un. Il y a une demande très forte à laquelle on a un peu de mal à répondre, qui s'exprime notamment au CNIS, hein, qui est le besoin de davantage d'informations sur les services publics. L'accès aux services publics, la qualité des services publics, les volumes aussi, enfin bon. Et j'avoue que c'est quelque chose que d'année en année, on a dans les avis du CNIS et un certain nombre d'interlocuteurs. Il y a une commission du CNIS qui était présidée par Antoine Bozio, qui s'en faisait le porte-parole. Et je ne sais pas exactement comment y répondre parce que là, on est dans un cas vraiment très favorable où tu as une enquête de 200 000 personnes. Et donc, on peut avoir des données d'enquête qui ont plus des... Si on départementalise les résultats, qui pourront avoir des portées opérationnelles aussi, j'imagine pour la gendarmerie notamment. Mais dans la plupart des cas, on n'a pas cette granularité dans nos enquêtes. Alors, la première chose que je voudrais faire, je crois, et c'est pré-programmé pour l'instant fin 2026, si tout le monde en est d'accord, c'est un INSEE référence, encore une fois, ce genre de gros document, sur tout ce que dans les SSM on sait dire, sur ces questions d'accès aux services publics et de ressenti dans nos enquêtes des Français
Français par rapport au service public, leur facilité d'accès et leur qualité. Voilà, et je pense que évidemment le SSMSI aura, comme d'autres, sa place dans cet ouvrage-là. C'est la première chose qui me vient à l'esprit. Et puis on a bien sûr tous nos travaux habituels et d'aide notamment aux appariements. Ouais. Et je crois que et puis d'essayer, on en a assez parlé, d'assurer cette continuité entre intérieur et justice sur toute cette filière d'information. Alors on parlera appariement justement cet après-midi. Donc on se donne rendez-vous pour fin 2026 sur cette enquête sur les services publics, si tout se passe bien. On va terminer avec une question autour. Cet après-midi, vous allez avoir des chercheurs qui vont intervenir sur les tables rondes et ils sont très demandeurs. Je suis un peu en avance de phase, mais parce que je sais que Jean-Luc Tavernier ne sera peut-être pas forcément avec nous cet après-midi. Ils veulent de plus en plus de données plus fines, plus accessible. Comment on peut répondre à cette demande des chercheurs? Oui, alors c'est légitime. Et c'est une mission importante. Moi, quand je suis revenu à l'INSEE il y a un certain nombre d'années maintenant, c'est peut-être la chose qui m'a le plus surprise, c'est le poids qu'il y avait dans les missions de l'INSEE, y compris dans les effectifs qui s'y adonnaient. La mise à disposition des données, alors que ce soit en open data ou avec des dispositifs plus sophistiqués. Et donc en gros, on a toujours cette difficulté à vouloir, nous, mettre le maximum de données à disposition de tout le monde, des chercheurs, c'est notre ADN, et en même temps de respecter des questions de confidentialité de données, de ne pas mettre à la portée de tout le monde des données qui sont potentiellement réidentifiantes. Si vous savez que votre voisin a été enquêté sur cette enquête VRS, il vous suffit de quelques variables pour aller le trouver dans le fichier. Donc faut faire attention à ça. Renaud Vedel a parlé tout à l'heure d'un open data riche, riche, mais avec cette limite-là. Et donc, en gros, globalement, on a 3 modalités pour mettre à disposition les données à tout le monde. On a de l'open data, y compris sur des données individuelles, des fichiers d'état que vous trouvez sur INSEE.fr, mais qui sont, n'en déplaise à Renaud, mais forcément un peu appauvri, parce que je ne veux pas que, encore une fois, si vous savez que votre voisin fait l'enquête, je ne veux pas qu'on le retrouve dans le fichier qui est accessible à tout le monde. Il y a des données qui sont un peu plus riches, qui sont mises en place par ce qu'on appelle le réseau Quetelet, portail français d'accès aux données pour les sciences humaines et sociales, projet d'eau aussi. Et puis, pour vraiment des données qui sont les plus riches possibles et qui sont potentiellement faciles à trouver, à identifier les personnes et les ménages. Alors, on passe par le Centre d'accès sécurisé distant aux données, le CASD, bien connu des chercheurs. Ça marche très bien. C'est plutôt un exemple à suivre pour les autres pays du reste. Et ça permet de tracer l'utilisation. Donc s'il y a une fuite, voilà, on a la traçabilité. C'est en gros un seul petit inconvénient, mais que je défends, que j'assume, c'est que c'est un petit service qu'il faut payer. Le truc n'est pas subventionné, il doit s'autofinancer. Et donc, il faut que dans les labos de sciences économiques et sociales, on s'habitue à ce que, certes, la donnée est disponible, mais si on veut respecter ces règles de confidentialité, il faut payer le service qui l'assure. Voilà. Christine Gonzalez. Alors pour donc côté SSMSI, alors donc comme vous l'avez vu, les sources, déjà le premier travail, c'est au-delà de l'harmonisation police-gendarmerie, c'est quand même d'améliorer la fiabilité. Et donc ça, on n'a pas tout à fait fini d'ailleurs. Mais en tout cas, on s'y a attelé en priorité, parce qu'il faut être crédible aussi. On peut pas vendre aux chercheurs, je dis même vendre, mais donner aux chercheurs de la donnée si elle n'est pas fiable. On va avoir la ridicule, ça va décrédibiliser complètement le SSM, mais aussi les données de la police et de la gendarmerie, qui néanmoins présentent de gros intérêts en termes de territorialisation, notamment fine. On peut, grâce aux données fines et grâce à l'aide de l'INSEE, dont on n'a pas parlé, qui est la géolocalisation, on a des bases géolocalisées. C'est pour ça qu'on peut travailler sur les quartiers de politique de la ville, les quartiers de reconquête républicaine et bien d'autres quartiers. Donc le sujet pour nous est là. Et donc,
évidemment, après ça est venue la mise à disposition de bases statistiques. Et ces bases statistiques, comme l'a dit Jean-Luc, il y a en fait 3 niveaux pour nous. Soit c'est totalement, c'est pseudonymisé comme on dit, mais on peut y reconnaître les gens. Et donc, on les met à disposition dans un environnement qui est totalement sécurisé informatiquement et juridiquement. Mais elles sont les plus proches possibles de ce dont disposent les statisticiens du SSMSI. Donc, c'est les mêmes, pratiquement. C'est les mêmes. En particulier pour l'enquête VRS, on a mis directement les données à disposition. Les données de l'enquête 2002 ont été mises à disposition du CASD un an après, hein, en gros, hein, un peu plus d'1 an après. C'était la première en plus. Donc voilà. Là, on est en train de travailler pour mettre la deuxième édition au CASD. Et par contre, évidemment, on a entre produire des comptages agrégés, où là, bon ben voilà, on aura de l'État 4001 un peu évolué, certes, mais enfin, c'est quand même pas ce qu'on peut espérer pour faire travailler correctement les organismes de recherche, et c'est pas ce qu'ils souhaitent en réalité. Et donc, l'étape intermédiaire, c'est travailler sur des fichiers qui sont anonymisés, et qui seront disponibles au centre Quetelet. Voilà. Ça c'est coûteux parce qu'il faut vérifier à chaque fois sur les différentes variables qu'en fait, on ne peut pas reconnaître les gens en croisant les variables dont on dispose. Et il ne faudrait pas se retrouver juste avec des tranches décennales d'âge, parce qu'on voit bien que ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt parfois pour les violences envers les mineurs, par exemple. Donc, du coup, là, on est dans cette étape-là où on réfléchit à la meilleure manière de faire, donc ça prend un peu de temps. Mais je souhaitais absolument, d'ailleurs, que des chercheurs qui s'intéressent évidemment à ces sujets soient présents sur cette journée, parce qu'on voit bien quel potentiel ça a. Et en attendant, c'est vrai que si on pouvait s'ils peuvent aller au CASD, comme le font quand même un certain nombre de chercheurs déjà pour d'autres données, hein, on a mis l'enquête VRS, oui. Il y en a quelques utilisateurs, ouais. Mais ça démarre, hein, donc ça fait, on est petit pousset quand même, voilà. Mais bon, mais ça démarre. Et par contre, effectivement, on est en train de réfléchir sur la partie données administratives à comment on peut mettre à disposition des fichiers qui seraient donc des fichiers intermédiaires, hein, donc anonymisés, là. Et ça, effectivement, ça voudra dire une dégradation pour la qualité des travaux des chercheurs, mais on y travaille en tout cas, voilà. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir éclairés sur la façon dont vous travaillez ensemble et sur les projets. Merci beaucoup. Madame Elbaum, dites-moi. Vous pouvez, je pense que vous pouvez allumer le micro qui est face à vous. Oui, je voulais dire quelque chose que j'ai oublié tout à l'heure, que le directeur général de l'INSEE et la chef du SSMSI m'ont signalé, mais ça rebondit parce qu'on parle de secret statistique. Je crois que le secret est quelque chose de très important ici et sur lequel les statisticiens et le ministère ont eu du mal à s'accorder. Et c'est un point très important parce que vous voyez bien les précautions que prend le service statistique public pour respecter le secret statistique qui lui-même est sujet, c'est une infraction pénale, hein, la rupture du secret statistique. Et il y a eu tout ce débat auquel, nous on est intervenus, mais après avoir entendu le major général de la gendarmerie nationale, je pensais que ce combat avait été finalement très bien admis et gagné, mais il faut respecter, redire les choses. C'est que, effectivement, le secret statistique ne peut pas, pour l'accès des statisticiens aux données, on ne peut pas lui répondre par des secrets professionnels protégés par la loi. Et il y a eu tout un débat juridique compliqué de savoir si le secret de l'enquête et de l'instruction pouvait ou non être opposé aux statisticiens, sachant qu'en plus, la police nationale et la gendarmerie nationale ne considéraient pas tout à fait les choses de la même façon. J'avoue que ça a été un petit peu compliqué. Et donc, là où je veux en parler, c'est bien dans les choses sur lesquelles il faut maintenir une certaine vigilance, parce que
à la dernière minute, parce qu'on avait envisagé de repasser par la loi pour réaffirmer ça, la direction de l'action criminelle et des grâces a dit absolument clairement que le secret statistique... Il faut rester près du micro, Madame Elbaum. Ne pouvait pas être opposé, le secret de l'instruction et de l'enquête ne pouvait pas être opposé à l'accès des statisticiens, des deux ministères d'ailleurs, hein, à l'ensemble de ces données, qui... Par ailleurs, eux, dès qu'ils y ont accès, et vous avez eu la démonstration, appliquent le secret statistique immédiatement. Hein. Il y a ce qu'on appelle un article 7 bis, et donc tout ça bascule, et vous voyez les précautions que vous avez exposées, et Jean-Luc et Christine, pour justement les autres accès. Voilà. Donc je voulais le redire parce que c'est un sujet qui a été un peu chaud. Moi, je considérais que il faut continuer à garder dans la tête les sujets qui ont été chauds pour qu'ils ne le redeviennent pas. Merci beaucoup.